Cette semaine, à Hockey le Magazine, on rencontre pour une première fois cette saison Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport. On retourne au gymnase avec Philippe Roy de chez Perfo Elite et on parle du parcours au hockey mineur de Thomas Bordelot des Sharks de San Jose. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine vous est présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Et par le livre de Pierre Gervais, Au cœur du vestiaire. En vente partout, dès le 21 novembre. On se retrouve cette semaine à Hockey le Magazine et on a le plaisir d'être encore une fois cette saison avec le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimond qui est avec nous. Merci Sylvain d'être là encore cette année. Ça me fait plaisir, Jasmin, d'être avec toi. Ça fait plusieurs années qu'on a des discussions en psychologie sportive. C'est des discussions qui sont toujours très intéressantes. Puis encore une fois, cette année, tu vas nous faire bénéficier de ton expérience à propos de plusieurs sujets. Notre premier sujet cette année, on veut revenir un peu sur évidemment ce qui s'est passé dans les dernières semaines avec le scandale de Hockey Canada. Et ça nous a remis un peu en question sur certaines valeurs, le code d'éthique qu'on peut avoir au hockey. Je sais que tu as plusieurs choses à nous parler à ce sujet-là. La première des choses, comment tu as vécu ça, toi, comme docteur en psychologie sportive, ce qu'on a vu dans les dernières semaines? Comment ça t'a touché? Je pense, comme tout le monde, on était surpris qu'il y avait un manque de transparence. Et surtout, la façon dont ça a été géré, c'est un peu triste. Mais en même temps, il faut faire la part des choses. Il y a plein de gens qui sont dans le bénévolat ici et qui font un travail exceptionnel. Et c'est malheureux que parce que certains individus semblent veulent cacher des choses, que ça se reflète sur l'ensemble. Sur les autres. Exactement. Mais en général, tu sais, Jasmin, tu étais tellement impliqué dans le hockey mineur, et dans le hockey en général. La majorité des gens qui sont là pour les bonnes raisons. Et malheureusement, ça, il faut leur enseigner à nos jeunes, comment se comporter, une éthique de travail. Et ça commence à la maison. Et ensuite, ça commence par les instructeurs eux-mêmes en étant un exemple pour nos jeunes. Bien, justement, tu en parles de comment bien éduquer les jeunes. Parlons-en de ton côté à toi. À quel âge tu as l'impression qu'il faut commencer à faire ce travail-là avec les jeunes? Est-ce qu'on le fait déjà au bon âge de commencer à avoir des discussions qui sont parfois un peu corsées avec un groupe d'âge qui entre dans une période importante de la vie? Lorsqu'on parle de la préadolescence, de l'adolescence, comment tu gérerais ça, toi? Le plus jeune possible. En fait, c'est les exemples qu'on leur donne, puis en parler directement. Je pense que la première chose qu'il faut dire aux gens, c'est le respect. Le respect dans tout. Le respect de nos coéquipiers, le respect des gens qui sont autour de l'équipe, que ce soit tant des garçons, des jeunes filles. Lorsque le respect est là, souvent, les choses vont se passer de bonne façon. Mais lorsqu'il y a un manque de respect, lorsqu'on n'a pas une éthique adéquat, lorsque nos valeurs ne sont pas adéquates, bien, malheureusement, il y a des dérapages qui arrivent, comme on a vu, malheureusement, et comme on voit trop souvent. Sylvain, on est en début de saison. On s'imagine que peut-être certains entraîneurs de hockey qui nous regardent présentement et qui se demandent, bon, j'aimerais ça faire une approche auprès de mes jeunes, pouvoir commencer à leur en parler, mais c'est pas des sujets qui sont évidents à discuter, évidemment. Toi, comme docteur en psychologie sportive, qu'est-ce que tu recommanderais à un papa qui est entraîneur bénévole, qui fait de son mieux et qui aimerait ça avoir ces discussions-là, mais qui veut pas non plus utiliser le mauvais langage ou aller dans une approche qu'il ne voudrait pas faire, là? Je pense qu'on est capable de le faire avec une bonne intention. Et il est jamais trop tôt pour le faire. Et c'est toujours la bonne façon de le faire. Dans le sens que lorsqu'on ignore des choses, lorsqu'on n'en parle pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, Jasmin. Donc, il faut vraiment que les gens abordent ce sujet-là de façon simple, transparente et surtout répondre à leurs questions et leur dire qu'on se doit d'avoir une éthique de travail, une éthique, en fait, de travail quand on met les efforts nécessaires, mais d'avoir une bonne attitude envers les coéquipiers, mais aussi les gens qui sont autour. Quand on disait tantôt, ça commence par l'exemple que nous, on donne comme adultes. Lorsqu'on fait ça, lorsqu'on démontre du respect envers nos jeunes, on est des modèles pour eux. Puis si on le fait de cette façon-là, bien souvent les jeunes vont prendre modèle sur nous, puis les choses vont bien se passer. Mais il faut vraiment en parler, il faut le dire, puis il faut surtout jamais passer sous silence ces choses-là lorsque ça arrive. Il faut les désadresser et c'est une bonne chose qu'on en parle aujourd'hui parce que je pense que plus on va en parler, plus on va faire en sorte que
il y aura une tolérance zéro, il faut se le dire. Puis il faut qu'on l'implique dans le hockey mineur. Ça, c'est essentiel. Sylvain, merci beaucoup pour ce premier témoignage. On va être ensemble tout au long de la saison à quelques reprises pour parler de différents sujets. Notre saison est encore une fois bien lancée. Merci d'avoir été là. Merci, Jasmin. On est de retour cette semaine chez Collègue Édition pour la question de la semaine avec Pierre et avec les Oilers d'Edmonton qui affrontent cette semaine le Canadien de Montréal. On a décidé de parler justement des Oilers qui ont évidemment de grands joueurs dans leur histoire. Ils en ont aussi de grands maintenant. Bon, il y a Wayne Gretzky. Quelques joueurs corrects. Ben, tout à fait. Il y a Wayne Gretzky, il y a Connor McDavid et t'en as un troisième aussi à nous parler. Mais ça, c'est un secret pour l'instant. C'est un secret. Tout d'abord, je voulais vraiment vous parler des deux cartes, selon moi, qui sont les plus iconiques de l'histoire des Oilers. Et puis ça, vous me voyez venir un peu. C'est la recrue de Wayne Gretzky et la Young Guns de Connor McDavid, qui sont des classiques dans le hobby. Ouais. Et la troisième, par contre, celle-là est un peu moins... fait moins référence à un joueur marquant de l'histoire de la Ligue sans rien lui enlever. J'ai sorti un peu des boulamites. En 97-98, Upper Deck avait des photos quand même un petit peu funky dans leur série. Et on a une belle photo de Mike Grier qui mange sa pizza dans la chambre des joueurs. Ça reste une carte qui peut-être pourrait nous rappeler Philippe Danault il y a quelques mois, quelques années avec le Canadien de Montréal, si un jour Upper Deck veut la produire, cette carte-là. Exactement, ce serait le fun. Et Pierre, en terminant, j'étais curieux de te demander, je sais que tu peux pas lire l'avenir, mais est-ce que tu as l'impression que la carte recrue de Connor McDavid dans peut-être 30 ou 40 ans pourrait valoir autant que celle de Wayne Gretzky qui frappe l'imaginaire avec quoi, des millions de dollars là, quand elle est en parfait état? Peut-être. C'est sûr que le dernier step qui manque pour Connor McDavid monte encore en prix, c'est la Coupe Stanley. Et individuellement, il a accompli tout ce qu'il avait à accomplir. Il faut que les Oilers gagnent une Coupe Stanley. Et justement, c'est Connor McDavid qui est au cœur de notre question de la semaine. Et justement, on parle d'une carte iconique de Connor McDavid. Combien s'est vendu la dernière carte recrue de Cup de Connor McDavid? Est-ce A, 12 000 B, 154 000 ou C, 273 000 La réponse après la pause. On se demandait avant la pause à quel prix s'était récemment vendue la carte de Cup de Connor McDavid. Et la réponse est C, 273 000 Et Pierre, ça vient un peu à ce qu'on parlait avant la pause. C'est déjà un chiffre qui est très élevé, 273 000 C'est assez pas pire. On se dit que si ça commence à monter encore plus que ça au fil des années, ça va pouvoir peut-être un jour atteindre les fameux sommets dont on parle pour Wayne Gretzky ou pour d'autres joueurs aussi. Mais c'est déjà très haut, 273 000 Ça pourrait, mais ça, c'est sur sa carte recrue de Cup qui a juste 99 exemplaires. Il y en a juste seulement 3 qui sont gradés PSA 10 dans le moment. Il y en a seulement 3. Et pour les amateurs qui sont peut-être moins familiers, PSA 10, c'est vraiment la carte en parfait état. Exactement. Merci beaucoup, Pierre. Ouais, merci. Alors, on est de retour cette semaine avec Philippe Roy de Perfo Elite pour parler d'un sujet qui va particulièrement intéresser, je suis certain, les jeunes joueurs de hockey, comment améliorer son lancer. Alors ça, je pense que je viens de capter l'attention déjà des jeunes. C'est un sujet que tu connais particulièrement bien. Tu as fait ta maîtrise, justement, sur comment améliorer son lancer et autre chose, mais entre autres ça. Exactement. Donc, j'ai travaillé sur ma maîtrise, en fait, à l'UQAM. Le dossier, c'était exactement comment l'impact de la force de préhension avait sur tout ce qui est puissance et précision du lancer sur glace. Et parle-moi un peu des éducatifs qu'on va voir cette semaine. Un petit peu plus simple et un petit peu plus compliqué. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Exactement. Il y en a un qui est vraiment simple, en fait, qui est le bench press, puis l'autre qui est un petit peu plus compliqué, en fait, qui va être un exercice pour travailler, en fait, la force de préhension qui a un impact direct sur le lancer au hockey. Évidemment, les jeunes veulent améliorer ce côté-là, mais est-ce que tu as un âge en particulier où tu recommandes de commencer à se concentrer un peu sur le genre d'exercice comme le bench press qu'on va voir? Est-ce que c'était trop jeune à certains moments? Ou... En fait, il existe des variations, en fait, hyper simples, comme exemple le push-up. Donc, on peut utiliser à un plus jeune âge. Là. Parfait. On va aller voir les éducatifs. Merci, Philippe. Donc, ici, on a l'exercice du bench press. Un exercice hyper important, venir développer de la puissance dans notre lancer. Donc, les points techniques, bien important d'avoir les mains légèrement plus larges que les épaules. On doit descendre jusqu'au chest. On garde les pieds ancrés, les fesses ancrées au banc. Hyper important. Un des trucs que plusieurs vont négliger dans le bench press, c'est d'avoir un tempo qui est lent en descendant et un explosif en montant. C'est un des paramètres qui va être hyper important pour que l'exercice soit efficace lors de votre lancer. On a ici un exercice très intéressant pour venir améliorer notre force de préhension et notre core, donc nos muscles abdominaux qui vont venir être très sollicités lors du lancer. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient chercher des poids qui sont relativement lourds, qui nous permettent de venir travailler notre force de préhension. Ce qu'on fait, c'est des légers pas vers l'avant en marchant. On garde notre core, donc nos muscles abdominaux très engagés, notre tronc droit, les épaules droites, et on maintient cette position-là en marchant sur une certaine distance donnée.
Philippe, on vient de voir certains éducatifs pour améliorer justement le lancer. Parle-moi un peu de ce mouvement-là, le lancer au hockey. Quand on le compare à certains autres sports, ça reste quand même un mouvement qui est assez spécial, qui est assez saccadé. Il y a plusieurs choses qu'il faut garder en tête pour justement rester en santé et pouvoir effectuer des lancers pendant des années au hockey. Exactement. C'est souvent aussi un mouvement qu'on fait principalement du temps en déséquilibre. Les joueurs vont souvent être sur une seule jambe. Il y a tout un mouvement qui est rotationnel aussi du tronc. Donc, il y a plusieurs muscles qui sont impliqués dans le mouvement du lancer au hockey. Donc, il n'y a pas juste certains muscles à cibler. C'est vraiment un ensemble total là, donc qu'on doit aller travailler pour l'améliorer. Et je suppose aussi pour être capable de rester pendant peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, être capable de faire ce mouvement-là, d'essayer d'éviter les blessures le plus possible. Exactement, exactement. Merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. Nous sommes de retour cette semaine en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste en équipement hockey. Dans les semaines précédentes, capsules précédentes, on a vu les gants, on a vu les bâtons, on a vu les patins. Cette semaine, Éric, c'est des casques. Tant qu'à moi, les casques, c'est probablement l'équipement le plus important. Tout à fait. Puis souvent, en magasin, Pierre, les casques, c'est un petit peu, je dirais pas que c'est négligé. C'est moins en moins négligé, mais c'est quand même la pièce d'équipement où que les gens t'arrivent, tu vois un casque qui est cher. Tu vas dire, ah, j'ai acheté des patins chers, un bâton cher, la facture commence à être élevée. Mais sur un budget, c'est vraiment, vraiment important de garder un bon espace pour un bon casque. Pas nécessairement le casque le plus cher ou le meilleur casque selon qu'est-ce que vous pensez, mais c'est vraiment le bon ajustement. C'est bien important de prendre le temps de bien choisir son casque en magasin. Effectivement. Puis j'imagine que toi, au fil des années, avec le Canadien, tu as dû en voir des histoires de casques. On parle des casques il y a 25, 30 ans. Ou à Guy Lafleur qui n'a pas de casque, que tu n'as peut-être pas connu, mais c'était quand même, ça a beaucoup évolué. Là. Ça a tellement évolué. Puis les casques, c'est drôle, mais les joueurs, la première chose qu'ils font quand ils mettent un casque, c'est aller devant le miroir et regarder s'ils ont de l'air. Puis ça, ils ne devraient jamais faire ça. Ouais. Mais ça, c'est indéniable. C'est tellement drôle. Tu arrives, une nouvelle compagnie arrive avec un nouveau casque, puis les gars s'en vont devant le miroir, puis ils se regardent voir qu'ils ont l'air. Mais c'est tellement important. Puis nous, avec le Canadien, on change de casque. En fait, les joueurs, lorsqu'ils arrivent pour la saison, c'est un casque neuf, blanc et bleu. Et on change des casques le milieu de l'année, dans le temps des fêtes. OK. On met un autre casque blanc et bleu. Parce que nous, c'est sûr qu'on voyage beaucoup. Avec les vestiaires, ça devient très chaud pour s'acheter l'équipement. Chaud, froid, ainsi de suite. Fait que le fond perd de densité. Pour la sécurité des joueurs, c'est mieux de changer souvent. Donc, c'est sûr que les joueurs sont sur la glace plusieurs jours par semaine. Je mets le transport en avion aussi, des fois, ça doit brasser. Effectivement. Ouais. Donc, cette semaine, tu commences avec le CCM, je crois. Oui, tout à fait. C'est un casque probablement que tu as été très familier avec. Donc, CCM, on va parler de casque sur mesure cette semaine. Donc, comme tu dis, le CCM SuperTax X, qui est un casque qui est disponible sur mesure, qui est vraiment un casque qui a vraiment changé le visage de CCM dans la catégorie, surtout chez les pros. Des joueurs comme Austin Matthews, je crois, et Josh Anderson, c'est le Canadien, qui ont été un des premiers à avoir un casque fait sur mesure il y a peut-être 2 ans. Puis à ce moment-là, quand les joueurs ont essayé dans le pro le casque, tu dis le test du miroir passait avec ce casque-là. Puis même au détail, même si c'est un casque qui est un prix quand même assez élevé, mais point de vue de protection, confort, c'est vraiment dans une classe. Effectivement. Moi, les joueurs l'adoraient. Ma dernière année, l'an passé, en fait, là, on avait 7-8 joueurs faciles qui avaient adopté ce casque-là à cause du confort. Puis en fait, sécurité, c'est vraiment incroyable. Là. Puis si je pense à Jake Evans. Oui. Je crois qu'il utilisait ce casque-là. Je ne sais pas s'il l'utilisait avant qu'il y ait sa commotion, mais je sais que maintenant, il utilise ce casque-là. C'est exactement ça. Oui, après, il s'est adapté, oui. Puis il n'y a pas de casque anti-commotion, évidemment, mais bien ajusté, protégé, donne plus de chance. Surtout le confort, là, c'est important. Super important pour les joueurs. Oui, tout à fait. Ça, Pierre, c'est un petit nouveau de Bauer. C'est un petit peu le même principe. Ça, c'est un casque React, un casque, encore une fois, sur mesure, qui est disponible dans certains de nos magasins. C'est pas disponible partout, c'est vraiment exclusif. Puis, c'est un petit peu le même principe que le SuperTax X. Puis, laisse-moi dire que le test miroir, comme tu disais, avec ce casque React-là,
il est vraiment, 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 il est là. C'est un bon. Dans le miroir, tu vas être beau. Il ressemble à l'ancien modèle. Hein? Oui, exact. L'ancien modèle, là, c'était la forme. Là. La forme, la coquille. Quand tu parlais du test du miroir, chose que chez les pros est important. Puis on connaît le casque Power 4500, qui honnêtement, qui est un casque qui est quand même très, très âgé, puis qui est encore populaire, justement à cause du test de miroir. Mais de nos jours, il n'y a plus de raison de porter un 4500 sans rien enlever. Il y a encore des demandes. Les casques haut de gamme avec des mieux protégés, le test du miroir, là, ça passe aussi. C'est sûr que les prix sont plus élevés, mais ça vaut tellement la peine. Tu sais, le casque, la tête, ça contrôle tout. Là. C'est sur toi l'affaire la plus importante, là, oui, c'est ça. Effectivement. Alors, Éric, qu'est-ce que tu conseilles pour l'entretien des casques? Bien sûr, comme tu parlais tantôt avec le Canadien, ça vous fait sécher les casques à haute température et tout ça. C'est sûr qu'à la maison, c'est un petit peu différent, mais c'est vraiment important, je dirais primordial, quand un joueur arrive à la maison ou une joueuse, de prendre son casque, de sortir de son sac, s'assurer qu'il soit bien séché. Toujours faire des vérifications assez courantes, les vis, la visière, ou la grille. Si tout est bien ajusté, puis c'est important de, comme tu disais tantôt, puis c'est une pièce d'équipement tellement importante, il faut y faire attention. Surtout l'hiver, là, froid, chaud, dans les voitures, les gens souvent laissent l'équipement, puis c'est ça qui est très dommageable. Oh, exact. Il faut porter une attention particulière à l'entretien de son casque. Mais en terminant, puis j'ai une pièce ici quand même assez spéciale, donc je crois que tu es pas mal fier. Peux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient avec ton livre? Écoute, j'ai beaucoup de plaisir à me rappeler des souvenirs, à le rédiger avec Mathias Brunet, qui est l'auteur. Alors, je vais être en magasin à Saint-Hubert le 9 décembre, entre 18h30 et 20h. Et le lendemain, à Charlemagne, entre 10h et midi, puis ici à Laval, entre 2h et 4h, l'après-midi. Fait que ça va être le fun de rencontrer les gens, venir jaser de hockey, du Canadien, d'histoire, puis je vous attends en grand nombre. Je vais être là, c'est sûr, Pierre. Fantastique, merci. Donc, merci beaucoup pour ces bons conseils pour les casques. Et la semaine prochaine, on parle d'épaulières. Alors, bonne semaine à tous. Cette semaine à Hockey le Magazine, pour notre segment Parcours au hockey mineur, on a le plaisir de recevoir le jeune attaquant de l'organisation des Sharks de San Jose, Thomas Bordelot, qui est avec nous. Thomas, ma première question, ce serait comment ça s'est passé pour toi, le hockey mineur, quand tu étais tout jeune? Je pense que tu t'es promené beaucoup dans ta jeunesse avec, évidemment, ton père là, qui jouait toujours. Quel souvenir t'en gardes? Écoute, mon hockey mineur était un peu partout à travers le monde. J'ai commencé à jouer au hockey, j'avais 2 ans, puis j'étais en Suisse avec mon père qui jouait au hockey là-bas. Fait que de 2 ans à 10 ans, mon hockey mineur, c'est en Suisse. Puis après, à 10 ans, quand mon père a pris sa retraite, on est revenu à Montréal. Fait que j'ai fait mon hockey mineur à Mascouche, Terrebonne, les Pionniers, les Conquérants, jusqu'à Midget 3. Puis après Midget 3, j'ai décidé d'aller jouer pour le programme américain. Fait que ça a un peu fini ma carrière au Canada, au Québec. Ça a commencé mon chemin aux États-Unis, qui a été après Michigan, puis après maintenant la Ligue nationale, la Ligue américaine. Fait que c'est un peu partout. Je me suis promené dans la vie. Ça a dû être une super expérience de pouvoir voyager autant. Je suis certain que tu en gardes des souvenirs incroyables de ces années-là. Ouais, pour moi, ça a vraiment été une expérience inoubliable. Je me sens vraiment choyé d'avoir pu vivre ça. Puis c'est des petites affaires, c'était juste jouer des tournois avec, t'avais 8 games par jour. Puis c'était des games side to side, bande à bande. Puis il y avait un buzzer, puis t'étais une minute, t'étais dans une équipe de 6 gars, puis t'avais un buzzer, puis t'avais des chiffres d'1 minute, puis c'était boum, t'es sur le banc ou t'es sur la glace, sur le banc, tu joues cross-ice, puis t'as 2 games qui se passent en même temps. Fait que c'est juste des souvenirs comme ça, puis là tu joues tellement de hockey dans ta journée, puis t'as tellement beaucoup de puck touches, puis je pense que ça m'a aidé énormément dans mon développement. Thomas, parle-moi d'à quel point c'était gratifiant pour toi de créer tous ces liens-là avec des coéquipiers, avec des amis de partout dans le monde comme ça lorsque tu as joué avant de revenir finalement au Québec. Ça doit être des souvenirs pour la vie. Ouais, je pense que quand t'es jeune, c'est gratifiant puis tout de faire partie d'une équipe, mais c'est aussi que tu crées des liens que ouais, peut-être que t'as des gars que tu vas plus vraiment voir après dans la vie ou whatever, mais il y a tout le temps un ou deux gars que ça finit que c'est tes meilleurs chums pour le reste de ta vie. Fait que c'est vraiment, c'est des moments spéciaux que tu n'as aucune responsabilité. Tu vas juste aller à l'aréna pour t'amuser puis
juste aller avec tes chums sur la glace. Fait que je pense que c'est vraiment important qu'ils en profitent. Est-ce que tu arrives, Thomas, à identifier quelque chose en particulier que le hockey t'a apporté à l'extérieur de la patinoire au niveau des valeurs et de l'homme que tu es devenu? Pour moi, personnellement, c'est juste ça. Toutes mes expériences, on dirait que ça m'a beaucoup aidé à juste avoir tellement vu de tout, puis avoir tellement avoir vu le hockey d'impact sur différentes cultures, puis différentes personnes différentes, puis on dirait que ça m'a juste comme montré à quel point le hockey c'est plus gros que moi-même, puis ça m'a juste donné la piqûre de tout le temps vouloir jouer, puis on dirait un peu le feu sacré un peu de juste tout vouloir faire ça de ma vie, puis vouloir dédier ma vie à ça. Je pense que c'est ça dans le fond qui m'a donné plus d'impact sur ma carrière, d'avoir vu autant de hockey, puis d'avoir pu expérimenter tout ça. Thomas, c'est une question qu'on pose souvent à des joueurs de hockey professionnels. Si tu avais la chance de reparler à un jeune Thomas Bordeleau âgé de 10 ans, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour vivre les prochaines années de sa vie maintenant avec le vécu que tu as? Profite tellement autant que tu peux. Crée des souvenirs. Fais juste avoir du fun. Comme vraiment le hockey le fun, parce que plus longtemps que c'est le fun, le plus que tu vas te développer, puis le plus que tu vas devenir bon, parce que tu vas aimer ce que tu fais, puis tu vas arriver chez vous, puis ça va te tenter de shooter des pucks à la place de faire quelque chose d'autre, puis juste vraiment essayer de tomber en amour le plus possible avec le sport, vu que c'est vraiment plus gros que juste un joueur. Puis tu sais, de pas juste tu sais, il y a un saying que c'est le père au Hughes qui m'avait dit quand j'étais plus petit, c'était don't love the game, live the game. C'est juste que si tu veux être bon, faut pas juste que tu aimes le sport, faut que tu le vives. Fait que essaie de faire plus que tu peux. En terminant, Thomas, est-ce que tu arrives à identifier un moment en particulier qui t'a marqué davantage que tous les autres dans ton parcours au hockey mineur? Tellement, tu sais, c'est juste en choisir un, là. Je pourrais pas vraiment dire juste un moment qui m'a marqué. Tu sais, le hockey en Suisse, c'en est un gros. Évidemment, là, pour moi, la NTDP, je considère encore ça un peu comme un hockey mineur. Fait que, la NTDP, ça a été gros pour moi. Puis oui, tournoi plus le Québec, faire midget 3 à 14 ans. C'était des gros steps pour moi que j'ai pris. Tournoi plus le Québec, j'ai eu un gros tournoi. Fait que ça m'a donné beaucoup de confiance pour comment j'étais comparé aux autres 2002 du Québec, des affaires comme ça. Des petites choses comme ça. Ben, merci beaucoup pour les souvenirs, Thomas. C'était un plaisir de te recevoir à Hockey le Magazine, puis la meilleure des chances pour la suite. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine à Hockey le Magazine. La semaine prochaine, on vous réserve une émission spéciale sur Pierre Gervais qui a fait sortir son livre « Au cœur du vestiaire » écrit par Mathias Brunet. On le rencontre pour 2 blocs d'émission la semaine prochaine. Hockey le Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Et par le livre de Pierre Gervais, « Au cœur du vestiaire ». En vente partout.